Excellent début de semaine, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. À la clôture des assises de la commission paritaire gouvernement syndical, cette résolution alignée pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants en République démocratique du Congo. Et le gouverneur militaire d'Elituri face aux menaces et chantages de prêtres catholiques qui lui proposent de marcher l'exploitation d'or dans sa province, il exprime son désarroi. Madame, Messieurs, bienvenue. Au premier plan dans ce journal, on aborde la question parlementaire. À la dernière plénière, la commission chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale propose un deuxième assistant parlementaire pour les élus nationaux dans leur circonscription électorale sous la prise en charge totale de l'État congolais. Après être validé le vendredi dernier par les députés nationaux, le projet du règlement intérieur propose qu'un député ait un deuxième assistant parlementaire qui sera basé dans sa circonscription électorale et pris en charge par les trésors publics. Ce vœu est de plusieurs députés, l'a souligné la rapporteure Geneviève Inagossi. Cependant, vu que le budget 2024 avait déjà été adopté, la Commission propose que la rémunération du second assistant débute à l'exercice budgétaire de 2025. Par ailleurs, cette commission chargée de rédiger ces projets souhaite également que la radio-télévision nationale congolaise assure en exclusivité la diffusion des plénières. Certains Congolais se posent la question si réellement cette assemblée travaillerait pour le peuple. Selon certaines indiscrétions, il semblerait que ces élus veulent l'augmentation de leurs émoluments pour passer à 33 000 $ américains. Où se situerait l'intérêt de la population dans toutes ces propositions? Les jours à venir nous les diront. Rappelons que, depuis 2006, les députés disposaient d'un seul assistant parlementaire qui était payé par l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, de questions sécuritaires dans la province du Nord Kivu, où les soldats casques bleus ont été blessés par de tirs d'armes rwandaises qui ont ciblé la position de la MONUSCO à Sake lors des affrontements entre le FARDC et le force négative du 23 RDF. Depuis le week-end dernier, Corinne Kadoulou nous fait le point. 8 casques bleus ont été blessés lors des affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23 RDF à Sake, dans la province du Nord Kivu. En effet, la représentante spéciale, secrétaire générale des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée contre le soldat de la paix, dit le casque bleu. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, ces casques bleus ont été ciblés par des tirs de l'armée rwandaise qui avait ciblé une position de la MONUSCO dans la cité de Sake lors des combats qui ont opposé le FARDC avec le rebelle du M23 au Nord Kivu. Notons que parmi ces 8 soldats blessés, l'un d'entre eux se trouve dans un état délicat et tous ont été évacués pour recevoir les soins appropriés. Cependant, malgré cette attaque, Bintou Keïta réaffirme l'engagement de la MONUSCO aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises, afin de renforcer les patrouilles conjointes et unilatérales pour protéger les populations civiles. Pour rappel, il y a plusieurs semaines, les casques bleus ont été déployés dans le cadre de l'opération Springbok au Nord Kivu, où la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo mènent conjointement leurs actions. Fin de la formation de 431 officiers de l'armée congolaise à l'Académie militaire de Kananga le week-end dernier dans une cérémonie de prise d'armes présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Mbimba. Des détails dans ce reportage de nos confrères de FARDC. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité à leur pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades des sous-lieutenants et la prestation du serment de l'officier. Du président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution
Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Tchoué Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire. Pour le général Tchoué, cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. Polémique autour de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC. Pour l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, c'est un pas en arrière car le grand traître se cache dans le pouvoir puisqu'il n'assume pas le rôle pour lequel ils ont reçu le charge. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Et les gouverneurs militaires de l'Ituri est face aux menaces et chantages de prêtres catholiques qui lui proposent de marchés d'exploitation d'or dans sa province. Johnny Luboya Kachama exprime son désarroi face à ce fait. Je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir.
mais je ne serai jamais exploitant d'or et je ne serai jamais voleur. Madame, Messieurs, la situation était très tendue ce lundi matin à la paroisse de l'Annonciation de Nyakasandja, cambriolée dans la nuit du dimanche par deux personnes non identifiées. De chrétiens ont manifesté dans l'enceinte de la paroisse ainsi que sur la voie principale avec de pneus brûlés. Selon le membre de cette paroisse, de bandits ont cassé la fenêtre du bureau paroissial et vandalisé certains biens retrouvés sur le lieu. La situation est tendue ce lundi matin à la paroisse catholique de l'Annonciation de Nyakasandja, cambriolée dans la nuit du dimanche par les personnes non identifiées. Des chrétiens manifestent dans la sainte de la paroisse ainsi que sur la voie principale où ils ont brûlé le pneu. Selon des chrétiens de cette paroisse, des bandits ont cassé la fenêtre du bureau paroissial et vandalisé certains biens retrouvés sur le lieu. Dans la foulée, le manifestant accuse le gouverneur militaire. L'auditorat a dépêché une équipe pour enquêter sur ces cambriolages. Le chrétien récuse ses enquêteurs. La tension ne fait que monter. La police intervient par des tirs de sommation. Les élèves des écoles catholiques se trouvant sur le site de la paroisse ont été renvoyés à la maison. Notons par ailleurs qu'en mois de novembre 2019, des hommes armés avaient fait irruption à la paroisse de l'Annonciation de Nyakasandja et tué l'abbé Gaston Bouli, alors économiste de la dite paroisse. En justice, parlons de la revisitation de l'avenant signé entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises GEC dans le but de réparer des inégalités précédemment décriées. L'accord prévoit l'octroi de 7 milliards de dollars pour la construction de 6 000 km de routes nationales, dont 3 000 km doivent être réalisés dans les 5 prochaines années. Et l'inspection générale de finances IGF a exprimé sa grande satisfaction à l'issue positive de ces négociations. Cet aboutissement, salué par l'inspection générale de finances, a été rendu possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'engagement, dit-elle, a été crucial dans le dénouement de ces dossiers avantageux pour toutes les parties concernées. Le gouvernement congolais et le GEC ont signé le jeudi 14 mars 2024 l'avenant numéro 5 à la Convention de collaboration, marquant une étape clé dans le développement conjoint d'un projet minier et d'infrastructures en République démocratique du Congo. Ce nouvel accord, qui reflète l'esprit de la déclaration conjointe entre la RDC et la République populaire de Chine, vise un investissement significatif de 7 milliards de dollars, principalement alloués à la construction des routes d'intérêt national et au renforcement de la gestion conjointe de plusieurs projets liés au projet SICOMINE. L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo s'est félicitée de cette signature, soulignant les caractères justes, équitables et mutuellement bénéfiques de l'accord qui répond aux intérêts fondamentaux du GEC, tout en offrant à la RDC de plus amples bénéfices de cette coopération. L'ambassadeur de Chine en poste en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a mis en lumière le résultat des négociations comme un exemple de succès obtenu par le dialogue amical et les efforts inlassables de deux parties dans le respect du consensus important établi entre le président Xi Jinping et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de leur rencontre en mai dernier en Chine. Cette fois-ci au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, à l'issue de ces assises de la commission paritaire gouvernement bon syndical qui a lieu le samedi 16 mars dernier à Bibois, un accord d'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants a été touché avec cette résolution. Suivez. En marge du dossier de l'accord de Bibois concernant les conditions socio-professionnelles des enseignants au niveau du primaire, secondaire et technique, EPST en sigle,
Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'intersyndicat de l'EPST ont pris la résolution de tout mettre en œuvre afin d'améliorer la vie sociale des éducateurs au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Notons que ces dit accord a été trouvé lors de la clôture des assises de la commission paritaire gouvernement banc syndical déroulé le samedi 16 mars dernier à Bibois dans la commune de Lancélé dans la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, les deux partis ont signé 7 actions prioritaires à mener dans l'exercice budgétaire 2024 pour réaliser cet objectif, à savoir entre autres. Par ailleurs, les deux partis ont signé 7 actions prioritaires à mener dans l'exercice budgétaire 2024 afin de réaliser cet objectif, notamment l'augmentation salariale, la mécanisation et le réajustement de la prime de la gratuité des enseignants du primaire dans le secteur public, les paiements des grades transposés, le paiement des enseignants non payés au secondaire et des bureaux gestionnaires, la mise en œuvre à la retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paye au profit des agents et cadres des services centraux de l'EPST et enfin les paiements de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour les agents d'appoint de l'inspection générale. Selon Godefroy Matondo, le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST, ces accords prioritaires à mener ont été mis en exergue par deux parties sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'éducation. Cependant, ils doivent être appliqués afin d'éviter la grogne sociale. En prélude de la journée internationale de la francophonie, la RDC décide de ne pas célébrer puisqu'elle coïncide avec la période douloureuse qui traverse le pays, entraînant les conséquences désastreuses de la guerre imposée par le Rwanda dans l'Est. Mais c'est aussi une occasion pour la RDC de jeter un regard critique sur son appartenance à la communauté francophone. C'est la folie. Pas de cérémonie officielle pour la journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo pour cause de l'agression du Rwanda qui est l'un des pays membres de cette organisation. D'après le gouvernement congolais, la célébration du 20 mars coïncide avec une période douloureuse pour la RDC avec les conséquences désastreuses de la guerre que nous impose le Rwanda dans l'est du pays. Alors l'heure n'est pas à la fête, mais plutôt à un regard critique sur l'appartenance de la République démocratique du Congo à la communauté francophone, sur le rôle qu'elle peut jouer au sein des instances de la francophonie, sur le bénéfice que le pays peut en tirer, sur la francophonie comme instrument au service des intérêts stratégiques de la RDC. C'est dans ces cadres que la délégation générale à la francophonie et la radio-télévision nationale congolaise organisent des émissions spéciales sur les thèmes la francophonie que nous voulons. Dans l'entretemps, un député français a demandé à la présidente de la francophonie, Louise Mushikiwabo, de se prononcer au sujet de la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, car la francophonie ne doit être au service d'aucun gouvernement. Mais la francophonie doit aussi jouer son rôle pour résoudre les conflits. Et en ce moment, ce sont des centaines de milliers de Congolais, plus grands pays francophones au monde, qui sont pourchassés par des milices venus piller l'est du pays, avec le soutien du gouvernement du Rwanda. Des immenses camps de réfugiés, où le choléra est en train d'arriver, sont installés juste à côté de la ville de Goma. La France doit bien sûr s'y opposer, mais l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'actuel secrétaire général est l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, doit aussi s'exprimer. La francophonie ne peut être au service d'aucun gouvernement. Il fait des signaler que, depuis un bout de temps, les relations demeurent tendues entre la RDC et la direction de l'OIF, ce qui a valu l'absence de sa présidente Louise Mushikiwabo, qui est de nationalité rwandaise au 9e jeu de la francophonie en 2023, organisé à Kinshasa. D'un dossier à un autre, dans le but de calmer la tension et d'instaurer un climat politique de paix au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le communicateur de cette formation politique ont rappelé à l'ordre à travers une déclaration le membre de cette formation politique en épinglant l'enjeu de l'heure avant la publication du gouvernement. Viva, 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 Tshisekedi, héros national,
père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, Licouche. Nous, communicateurs de l'UDPS Tshisekedi, soutenons le secrétaire général Augustin Kabouya et l'encourageons à poursuivre sans relâche sa mission à la tête du parti et aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mettons en garde toute fauteur en eau trouble qui œuvre contre les intérêts du parti et rappelons à tous que s'attaquer au secrétaire général, c'est cracher à la lutte de nos pères fondateurs et fouler aux pieds les efforts du chef de l'État en faveur du parti. Augustin Kabouya est responsable de ses propos et non de la compréhension de chacun. Nous demandons à la justice de faire son travail en interpellant toute personne responsable de propos diffamatoires pouvant ternir l'image de notre parti et de son autorité de référence qui est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive le secrétaire général du parti, que vive le communicateur de l'UDPS. Je dis et je vous remercie. Viva! 3 agents, dont un journaliste et 2 techniciens de la radio-télévision Sanga, RTNSA, émettant de la ville de Kananga, ont trouvé la mort de suite de l'effondrement du pylône en érection qui les a emportés. 2 sont morts sur place et l'autre quelques heures dans le soin intensif. Difficile à supporter pour la presse de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. 3 agents de la radio Télé Sanga RTNSA trouvent la mort. Ils sont tous tombés d'un pylône en pleine érection. Marcel Moussoungaï Moscou, journaliste à CMB Kananga, nous explique la situation. La province du Kasaï central est en deuil. C'est suite à cet événement tragique. Un confrère et des techniciens de la radio de la place, il s'agit donc de la radio Télé Sanga, en train de monter le pylône. Un pylône parce que c'est une radio qui a quitté le lieu où ils habitaient pour leur résidence privée. Et en montant ce pylône, les techniciens, un journaliste était aussi en train d'aider les techniciens. Et c'est par là que ce pylône-là s'est déroulé. Et on a du coup enregistré 3 morts sur place. Et cette situation a vraiment rendu mal la population centre-kassaïenne. Parmi les morts, on a reconnu un journaliste célèbre sur la ville. Il s'agit donc de Jérémy Bidien Zekele, qui a rendu l'âme sur le champ. Et vraiment, c'est trop touchant. Mais sur place, l'Union nationale de la presse du Congo du Kasaï central et le collectif des journalistes pour l'émergence de la presse est en train de s'organiser pour vraiment organiser le funérail de ces 3 confrères. Selon le programme déjà à notre disposition, ensemble avec l'Union nationale de la presse du Congo et le collectif des journalistes, des journalistes pour l'émergence de la presse, sont en train de s'organiser enfin, d'organiser leur funérail d'ici mercredi de la semaine en cours. Il s'agit de Jérémy Bidien Zekele et François Titengue et l'autre technicien venus tous du territoire de Dimbélengé sont morts sur les champs. Contactés par l'UNPC et Kasaï central et les collectifs de journalistes pour l'émergence, Edelmartin Kabouta Kapoir, promoteur de cette radio, très touché par cette situation, promet l'organisation des obsèques dignes de son nom pour ses agents. Toutes nos condoléances à la presse du Kasaï central. Question sportive. Au niveau national, à la Ligue nationale de football, le dimanche dernier, à Kinshasa, la SV Club a largement battu Dauphin Noir en match de la 3e journée. Le tout-puissant Mazembe a eu raison sur le Salassien du Don Bosco. Sur la note étriquée, et Lubumbashi Sport s'est incliné à Kibasa Maliba face à Maniema Union. Espoir Kinyonvidi nous fait le point et le compte rendu de ces rencontres. C'est le grand retour de l'association sportive Vita Club dans le championnat national avec des résultats après son match nul face au Saint-Éloi Lupopo, séparé par 0 but partout à la 3e journée du play-off de la Lina Foot. Le dimanche 17 mars dernier, les clubs vert noir de Kinshasa s'est imposé devant les Dauphins noirs de Goma
sur une note de 4 buts contre 1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mwimba Issala a ouvert le score à la 11e minute en faveur de Moscovite avant que Christopher Samangwa, Jonathan Ikangalombo et Eli Panzou mettent le feu à la cage du club de la ville de Goma. Et la réduction du score est intervenue à la 33e minute par Lifoli Die. Dans la même journée dominicale, les Corbeaux du TP Mazembe ont infligé une défaite à Don Bosco au stade de Tout-Puissant Mazembe dans la commune de Kamalondo. L'unique réalisation du match est l'œuvre de Mwimba à la 16e minute de jeu. Par contre, Lubumbashi Sport a perdu à domicile face à Maniema Union par 2 buts contre 0 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Après 4 journées du play-off, le tout-puissant Mazembe est à la tête du classement avec 10 points. Maniema Union vient en 2e place avec 9 points et Vec Club assure la 3e place avec 8 points. Notons qu'en 5e journée, Maniema Union recevra les Saint-Éloi Lupopo le 21 mars prochain. Lubumbashi Sport croisera les Aigles du Congo et Vec Club jouera Don Bosco le 24 mars prochain à Kinshasa. Madame, Messieurs, la délégation syndicale du secrétariat général de sport et loisirs lance un ultimatum d'une semaine au comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie. Le président de la délégation syndicale, Jean Bombo, pèse et signe pour que les revendications retrouvent solution au plus vite que possible. Ces agents et cadres du ministère de Sport et Loisirs veulent d'urgence une réunion qui va fixer la destination des infrastructures sportives et matérielles roulant du 9e jeu de la francophonie, cadeau du chef de l'État à la jeunesse. Je parle du comité de pilotage des 9e jeux de la francophonie. La délégation syndicale lance un ultimatum d'une semaine pour que nos revendications trouvent la solution. C'est en ces termes que les agents et cadres du ministère des Sports et Loisirs, à travers leur délégation syndicale, ont exprimé leur ras-le-bol face à leurs droits longtemps bafoués. Ici, la délégation syndicale donne un ultimatum d'une semaine au comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie de convoquer une réunion d'urgence en vue de fixer la destination des infrastructures sportives et matériels roulants des 9e jeu de la francophonie. Bruno Tokanye est le trésorier de la délégation syndicale. Par conséquent, la délégation syndicale invite le comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie de convoquer une réunion d'urgence en vue de fixer la destination des infrastructures sportives et le matériel roulant des 9e jeu de la francophonie. Cadeau du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la jeunesse congolaise. La délégation syndicale lance un ultimatum d'une semaine pour que nos revendications trouvent la solution. Au cas contraire, nous allons paralyser le secteur des sports. Les ministres des Sports et Loisirs, François Kaboulo Mwana Kaboulo, pour l'ouverture du dialogue social entre son cabinet et les bancs syndicales, malgré que cela est arrivé en retard. Sur les 12 revendications des agents, 10 ont été jugées prioritaires par les ministres des Sports et Loisirs, et parmi lesquelles on peut citer la signature et transmission au ministère du Budget, le nouveau tableau barémique de la prime spécifique permanente 2024. On peut encore ajouter la signature d'une lettre autorisant la réinstallation du secrétariat général et du personnel de l'administration des sports et loisirs dans leurs anciens bâtiments ex-population noire. À cela s'ajoute également la mise en place sans délai d'une commission d'inventaire de matériel et équipements sportifs ainsi que les chars automobiles légués et par le 9e jeu de la francophonie. La commission loue de vive voix les efforts du ministre des sports et loisirs. Cette fois-ci, les valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Les détails dans cet élément. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands.
Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Parlant du bulletin météorologique, il y aura de belles éclaircies ce mardi. Dans la capitale congolaise, la température sera de 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 26 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 4 km/h, tandis que l'après-midi il va pleuvoir. La température atteindra le 35 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 41 degrés Celsius. Enfin, il faut savoir qu'il pleuvra dans la soirée. La température retombera vers 22 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Si vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel de titres. À la clôture des assises de la commission paritaire gouvernement syndical, cette résolution alignée pour améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants en République démocratique du Congo. Et le gouverneur militaire d'Elituri face aux menaces et chantages de prêtres catholiques qui lui proposent de marcher l'exploitation d'or dans sa province, il exprime son désarroi. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.